En fait, vous êtes familier avec les événements qui se passent dans la partie réceptrice du neurone, hein, donc au début du neurone. On a réglé pas mal l'histoire ici. Okay, avec les dendrites, carcellaires et tout ça. PPSE, PPSI, donc on dépolarise, on repolarise, les trois types de canaux ligands, etc. Là, ce qui m'intéresse plus, c'est la partie conductrice. Donc, pour l'instant, la partie sécrétrice, on n'en parlera pas. C'est vraiment ce qui va se passer dans la zone gâchette et l'axone. Alors, déjà, je l'ai dit à quelques reprises, mais assez rapidement, là, on va passer plus de temps de façon officielle sur les différents types de courant électrique, si on veut, ou de potentiel électrique qu'on va retrouver dans le neurone. Il y en a deux principalement. Il y a le potentiel gradué et le potentiel d'action, qu'on connaît aussi sous le nom d'influx nerveux. Donc, évidemment, l'objectif ultime, c'est de produire un influx nerveux. Hein? C'est un peu ça que je vous raconte là, dans cette capsule-là. Donc, tableau extrêmement important. Il faut vraiment bien distinguer les différences entre le potentiel d'action, l'influx nerveux, si vous préférez, et bien sûr, le potentiel gradué. Donc, première des choses, je vais vous l'expliquer, ce tableau-là, un peu à ma manière, mais première des choses, tout ce que je vous parle depuis le début de la capsule, ça concernait le potentiel gradué. J'ai déjà donné une petite définition. Je vous disais, c'est une variation électrique du potentiel de repos, mais en aucun cas, c'est un influx nerveux. Hein? L'influx nerveux va se produire, le premier là, va se produire ici dans la zone gâchette. Donc, au début du neurone, dans la partie réceptrice, on parle de potentiel gradué. C'est une variation qui peut être aussi bien positive que négative. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, ça dépend. Est-ce que c'est un PPSO ou un PPSI? Ou en d'autres mots, est-ce qu'on dépolarise, exemple avec une entrée de sodium si les ligands dépendants au sodium ouvrent? Ou encore, est-ce qu'on hyperpolarise? Ça veut dire, comme on a vu tantôt, entrée de chlore ou sortie de potassium, donc la cellule devient négative. Et c'est ces événements-là, positifs ou négatifs, donc dépendamment du type de potentiel gradué qu'on va produire, au total, hein, vous savez maintenant qu'il faut les compter, on fait la sommation spatiale temporelle, mais le total de ma sommation, est-ce que je vais modifier le courant électrique, le potentiel électrique de repos, vers une valeur positive ou négative? Si ça va vers la valeur négative, il ne se passera rien. Si ça va vers la valeur positive et qui est assez fortement positif, là, ça va enclencher des événements qu'on va voir bientôt dans la zone gâchette qui me permettra de créer un influx nerveux. Okay? Donc, tout ça ici, c'est vraiment le potentiel gradué, donc comme je viens de dire, positif ou négatif. Ça se fait dans les dendrites et le corps cellulaire, donc dans la partie réceptrice au début. Si on compare avec l'influx nerveux, ce qu'on va voir, ça se fait, on dit l'axone, et je dirais même ici, ce qui manque dans votre manuel, on peut le rajouter, la zone gâchette. Le premier influx nerveux va partir de la zone gâchette et éventuellement, on va en faire plusieurs de façon successive tout au long de l'axone. On pourrait même ajouter les terminaisons ici axonales ou les télodendrons. Okay? Donc, c'est vraiment toute la partie conductrice. Okay? Alors, c'est pas juste l'axone. Principalement l'axone, mais pas juste l'axone. L'autre différence, si vous avez bien écouté le début de la capsule, vous savez que les canaux au début, dans les dendrites et le corps cellulaire, c'est des canaux ligand-dépendants parce qu'ils vont ouvrir avec des neurotransmetteurs. Donc, on pourrait dire d'une autre manière, ce tableau-là, c'est pas écrit comme ça, ni dans le livre, mais moi, je vous amène ça d'une autre façon. Il serait exact de dire que les neurotransmetteurs, en faisant ouvrir les différents canaux ligand-dépendants, sont responsables de déclencher les potentiels gradués dans la cellule, dans le neurone. Okay? Donc, c'est vraiment les neurotransmetteurs, en contrôlant l'ouverture des différents canaux ligand-dépendants, qu'on va modifier le potentiel membranaire de repos et on va aller vers un potentiel gradué de type dépolarisant ou hyperpolarisant. Si on parle du potentiel d'action de l'influx nerveux, c'est complètement d'autre chose. C'est les canaux voltage dépendants qui vont se retrouver au sein de l'axone. J'en ai parlé rapidement au début de capsule, mais on va voir ça en détail tantôt. C'est essentiellement des canaux voltage dépendants au sodium et au potassium. Donc, c'est vraiment ces canaux-là qui permettent la création d'un potentiel d'action. Donc, ça, c'est une autre différence extrêmement importante. Quand je vous disais tantôt que le potentiel gradué peut être positif ou négatif, c'est correct. Le potentiel d'action de l'influx nerveux est toujours positif. Alors ici,
c'est pas faux, mais j'aime pas beaucoup ça. Ça amène une confusion. On dit qu'il devient négatif. C'est sûr, parce qu'il peut pas toujours être en influx nerveux. Donc, quand on dit qu'il redevient négatif, c'est parce qu'on retourne au potentiel de repos de moins 70. C'est correct. Mais là, je suis dans la colonne influx nerveux. Donc, ici, ça n'a pas vraiment rapport avec l'influx nerveux. C'est plus en rapport avec le potentiel de repos. Moi, ce que je veux que vous reteniez, donc ça, on peut enlever ça. Moi, je trouve que c'est inutile. Moi, ce que je veux que tu gardes en tête, c'est que le potentiel d'action de l'influx nerveux, il est positif. Je vous ai même donné un chiffre, plus 30 millivolts. Le secret, c'est de passer du repos à moins 70 vers le plus 30, et ça, c'est ton influx nerveux. On va complètement inverser ton potentiel électrique. Donc, ça, c'est une différence, parce que le potentiel gradué peut être positif ou négatif, mais il ne sera jamais à plus 30. Même s'il devient positif, il va devenir un peu plus positif, mais jamais à plus 30. L'influx nerveux, c'est un potentiel électrique qui est extrêmement positif. C'est le maximum qu'on peut atteindre dans le neurone, donc le plus 30 millivolts. Okay? Donc ça, c'est une autre différence importante. On vous dit ici qu'un potentiel gradué, les variations électriques sont relativement petites, mais ils vont s'additionner entre elles. Mais généralement, l'influx nerveux, en fait, ou le potentiel d'action, on dit que c'est un grand changement, c'est sûr. On passe de moins 70 à plus 30, donc c'est un changement important, évidemment. C'est pas la colonne la plus importante. Pour moi, ça va de soi. Ce qui est extrêmement important, puis qui est contre-intuitif, parce que pour vous, des fois, ces deux-là sont contre-intuitifs. Des fois, on pense à l'envers un petit peu de façon instinctive, puis il faut faire attention, il faut faire bien attention ici. En fait, avant de parler de mes deux encadrés rouges, je vais parler de celui-là qui est un peu moins important. Là. On vous dit que c'est une variation rapide. Le temps, je ne veux pas que vous appreniez ça, c'est juste pour vous dire on est de l'ordre de la milliseconde. Là. Donc, c'est vraiment une fraction de seconde généralement. Donc, ça dure c'est très, très rapide. Hein? Contrairement à un système de communication basé sur les hormones, comme le système endocrinien, où c'est beaucoup plus long. Là, on est dans la fraction de seconde. Okay? Mais ça, je pense que pas mal tout le monde, vous êtes déjà au courant de ça. Donc, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est vraiment ces deux-là qu'il faut bien expliquer. Donc, de mon point de vue, à date, c'est relativement simple de distinguer, mais ici, il faut faire attention. Le potentiel gradué, on dit que c'est gradué justement parce qu'il grade. Okay? Il y a une intensité qui va varier en fonction du stimulus ou de la force du stimulus. Et ça, c'est très important de le comprendre. Plus que le stimulus est fort, plus que la modification électrique associée au potentiel gradué va être importante. Plus que le stimulus est faible, moins que le potentiel gradué va être fort. Autrement dit, il y a vraiment une corrélation directe entre la force ou l'importance du stimulus et la modification électrique associée au potentiel gradué. Et c'est complètement l'inverse, et c'est ça qui est contre-intuitif. Même on enlève le général, il n'y a aucune variation. Peu importe la force du stimulus, un potentiel d'action, c'est toujours égal et stable à plus 30 millivolts. Et là, je ne sais pas si vous me suivez bien, mais ce que ça implique, là, et c'est ça qui est dur à croire, c'est que si ton stimulus est très très fort ou très très faible, c'est toujours la même chose. Un influx nerveux en potentiel d'action, c'est toujours constant, c'est toujours stable, ça ne perd pas de force, c'est toujours plus 30 millivolts. Ça veut dire que si tu as un petit peu mal, tu as un influx nerveux d'une valeur de plus 30 millivolts, puis si tu as très, 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 très mal, tu as encore un influx nerveux de plus 30 millivolts. L'intensité d'un influx nerveux ne variera jamais selon le stimulus. Il n'y a rien de plus stable. Tu as un son qui est fort, un son qui est faible, toujours le même influx nerveux. Tu as un influx nerveux qui va parcourir une grande distance ou une faible distance en termes de déplacement sur l'axone, toujours la même chose. Il ne perd pas de force. Et ça, c'est difficile à comprendre parce qu'on dit, ouais, mais moi, tu m'aveugle avec une lumière, la musique forte, j'ai très mal. Mon cerveau, il sait que l'intensité est forte. Puis si c'est très, très léger, mon cerveau va savoir que c'est un petit stimulus. Donc, comment il fait pour décoder ça? Ça, c'est une autre histoire. Mais pour l'instant, vous devez me croire sur parole. L'influx nerveux, peu importe la force du stimulus, il ne varie pas. Okay? Ce qui va varier, c'est le potentiel gradué. Lui, c'est différent. Donc, exemple, si j'ai une petite poussière qui me tombe sur la main, je ne la ressens pas parce qu'effectivement, il y a un potentiel gradué qui va se faire, mais comme le stimulus est très faible, qu'est-ce qui va arriver? Ben, on modifie le potentiel de repos, un peu de sodium qui rentre, mettons je passe de moins 70 à moins 60, mais pas assez pour déclencher un influx nerveux dans la zone gâchette et l'axone, donc on arrête l'histoire ici et le cerveau ne sera jamais informé de la sensation. Si vous me prenez la main, quelqu'un me touche les doigts, là je le sens. Pourquoi? Parce que le stimulus est plus fort. Et s'il est plus fort,
ben, j'ai plus de sodium qui rentre, et si j'ai plus de sodium qui rentre, ben, je vais avoir une modification électrique plus importante, et mon potentiel gradué sera tellement plus fort qu'il va déclencher une série d'événements pour produire un influx nerveux. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'aussitôt que j'ai fait mon premier influx nerveux, que le stimulus soit fort ou faible, il va toujours être égal. Okay? Donc, je ne pourrais jamais assez insister là-dessus. Il faut vraiment distinguer ça. Et là, je trouve une parenthèse culturelle. C'est pas expliqué ici. C'est pas grave pour l'examen. Mais je suis certain que ça chale des gens dans ma classe parce qu'on se dit, ouais, mais comment, exemple, si tu as mal un petit peu, une petite douleur supportable, puis une grosse douleur, si l'influx nerveux est toujours pareil, comment ça se fait que la région du cerveau qui analyse la douleur peut faire une différence? C'est vrai pour n'importe quel stimulus, hein, un son qui est faible ou fort, peu importe qu'est-ce que tu ressens. Ben, quand tu as un stimulus fort, j'y vais avec l'exemple de la douleur, parce que c'est peut-être plus clair. La seule différence, c'est que ton cerveau va encoder l'information en comptant le nombre d'influx nerveux qui arrivent à destination. Ils sont toujours égaux, mais je vous donne un exemple. Situation 1, douleur faible. J'ai un influx de 30 millivolts. Numéro 2, une situation où la douleur est très forte. J'ai le même influx, les deux sont égales, la même force, 30 millivolts. Donc, le cerveau va interpréter la même chose. Mais dans la situation 1, si je regarde une unité de temps, en fait, c'est la sensation temporelle, si j'envoie 2 influx nerveux secondes, ton cerveau va les compter, puis il va dire 2 influx, c'est un stimulus faible, il va te faire interpréter ça comme une douleur faible, ou un son faible, ou une lumière faible. C'est donc pas l'influx nerveux qui varie, c'est la quantité qui arrive à destination. Mais un stimulus fort, comme avec une douleur très forte, au lieu d'en envoyer 2 secondes, j'en envoyais 20 secondes, ou 10, ou peu importe, beaucoup plus. Donc, pour la même unité de temps, ce qui arrive au cerveau, c'est pas la même chose. Ici, le cerveau est bombardé d'une multitude d'informations électriques, alors qu'ici, il y en a moins. Et c'est comme ça que ton cerveau va faire la différence entre un stimulus faible ou fort. Mais concrètement, l'influx nerveux en soi ne pourra jamais varier. Okay? Donc ça, c'est une composante biologique particulière, mais il faut bien le comprendre. Et dans le même ordre d'idée, je regarde la dernière ligne du tableau, donc je l'ai expliqué un petit peu aussi. Normalement, le signal électrique, il va s'affaiblir. Donc, exemple, si je fais un potentiel gradué, plus que la distance à parcourir est longue, plus qu'il va perdre de la force. Donc, s'il fait une petite distance comme ça, ben, il va s'affaiblir un peu. Puis s'il doit courir un long axone comme ça, ben, rendu à la fin, le signal électrique est disparu. C'est trop loin. Donc, pour un potentiel gradué, plus qu'il parcourra une grande distance au niveau de la cellule, de la membrane cellulaire, plus qu'il va s'affaiblir. Ça, c'est un peu le principe de la... C'est pas la même chose, mais c'est comme la résistance sur la route. Hein? Vous lancez une balle, vous roulez une balle, les pneus d'auto qui roulent. À un moment donné, la friction de l'asphalte sur la balle ou sur vos pneus d'auto fait en sorte qu'on ralentit la voiture, le déplacement de la voiture, ou encore le déplacement de la balle, puis à un moment donné, on va la stopper complètement, puis c'est un peu la même chose. C'est pas de la friction, mais il y a une espèce de résistance qui va se faire entre le courant électrique ici et la membrane cellulaire qui va l'affaiblir. Par contre, ça c'est vrai pour le potentiel gradué, mais par contre, ce qui est étonnant, c'est que l'influx nerveux, lui, peut courir 100 km, puis à destination, il va encore avoir la même force. Il ne sera pas plus fort ou plus ferme, mais il est très constant. Okay? Il va garder la même force électrique. Et c'est tout ce que je vous demande de savoir. Mais là, encore une fois, je vais ouvrir une parenthèse, parce que je suis certain qu'il y a des gens dans la classe qui se posent des questions. Il y en a qui vont me croire sur parole, puis c'est suffisant, mais il y en a d'autres qui vont vouloir comprendre. Donc, comment ça se fait que contrairement au potentiel gradué, que le potentiel d'action de l'influx nerveux garde sa force? Pour moi, c'est un petit peu de la triche. Okay? Je vais vous expliquer là. Ce que je dessine, c'est un axone avec la gaine de myéline en carré ici. Et si vous vous souvenez des premières capsules sur le système nerveux, il n'y a pas de la myéline partout, il y a des nœuds. OK? On appelait ça des nœuds de Ranvier ou les nœuds de la neurofibre ou nœuds de l'axone, peu importe. Aux endroits de l'axone où il n'y a pas de myéline, il y a les canaux voltage dépendants qu'on va voir tantôt qui sont nécessaires à produire l'influx nerveux. Alors, ce qu'on fait, là, et ça, c'est une grosse contradiction parce que depuis que vous êtes à l'école, si vous avez fait de la bio avant, probablement les profs, moi le premier, on va dire, bon, ben, quand le neurone produit l'influx nerveux, quand il y a un influx nerveux, on parle toujours au singulier, c'est même écrit comme ça dans les livres. Donc là, ça implante une fausse idée dans votre tête de dire, ben, quand je fais un influx nerveux, mais c'est pas vrai, je l'ai dit à plusieurs reprises dans les capsules, on fait des milliards d'influx nerveux. Donc, si c'est le début de mon axone et ici, c'est la fin, je ne ferai pas un influx nerveux, je vais en faire des millions. Fait que ce qui arrive, c'est qu'on va produire un influx nerveux dans les nœuds,
pas où il y a la myéline, parce qu'on ne peut pas faire entrer de sodium ou d'ion, c'est bloqué par la myéline. Donc, c'est toujours à l'endroit où il n'y a pas de myéline qu'on retrouve les canaux. Ici, il n'y en a pas. Et ce qui va arriver, c'est qu'on fait l'exemple des événements qu'on verra tantôt qui créent mon influx nerveux. Il est à plus 30, toujours. Il se déplace sous la gaine de myéline ici, au prochain nœud. Là, il n'a pas perdu de force parce que c'est une courte distance. Mais s'il continuait, il s'affaiblirait puis il disparaîtrait comme le potentiel gradué. Mais c'est pas ça qui va arriver. Parce que, exemple, l'influx nerveux numéro 1, quand il arrive ici, avant de disparaître, il va permettre des événements ici pour créer un deuxième influx que je vais appeler numéro 2. Donc, lui, il va disparaître. Mais là, on vient d'en créer un nouveau. Lui, il va se déplacer, va permettre d'en créer un troisième. Donc, autrement dit, ce que je suis en train de vous dire, de façon successive, à chaque nœud, on crée un nouveau influx nerveux. Fait que le dernier à arriver au bouton terminaux, au bouton synaptique, ben, il est à plus 30, puis il a toute sa force, évidemment. Parce qu'il n'y en a pas un qui va courir 10 km. C'est comme une course à relais. En fait, on change de coureur à chaque fois, on change d'influx nerveux à chaque fois. Ça explique que l'axone soit court ou très long, ça ne change rien. Le dernier influx nerveux va avoir une force électrique égale au premier. On va toujours être à plus 30 millivolts. Ça ne change rien que le stimulus est fort ou faible, mon influx nerveux est toujours constant. Et ça, c'est tout le contraire du potentiel gradué. Donc, évidemment, je termine ce sujet-là. Ce que je vous demande pour l'examen, c'est vraiment de bien comprendre ce que je viens de vous dire, évidemment, mais aussi de bien distinguer toutes ces différences entre le potentiel gradué et le potentiel d'action. C'est évidemment très important là, à distinguer pour l'examen. Maintenant, on va s'attarder un peu plus justement aux événements qui vont être responsables de créer l'influx nerveux. Et il y a une question que j'ai soulevée en début de capsule que je n'ai pas encore expliquée, que je vais résoudre maintenant, qui peut vous achaler aussi, parce que je suis certain qu'il y a des gens qui ont gardé ça en tête. Comment ça se fait? Si je refais, en fait, je vais redessiner mon fameux dessin de neurones, là. La vraie question à 100$, qu'on va résoudre maintenant. Tous les événements que je vous ai expliqués en début de capsule qui se passent ici, potentiel gradué de type dépolarisant ou hyperpolarisant, donc, selon les neurotransmetteurs impliqués, on va modifier le potentiel de repos, c'est vrai, mais c'est quoi la condition magique pour faire en sorte qu'on va déclencher un influx nerveux ici? Qu'est-ce qui fait que je vais être capable de passer de moins 70 à plus 30? Hein? C'est le plus 30, mon influx nerveux. Ici, je suis au repos à moins 70 millivolts et je vais faire un influx à plus 30 millivolts. Okay? 2 chiffres importants à retenir par cœur. Bien, l'idée, vous savez maintenant que même si ça me prend du sodium, mais c'est pas parce que je rentre du sodium, c'est pas parce que je dépolarise que nécessairement je vais réussir à faire un influx. S'il n'y a pas assez de sodium qui rentre parce qu'exemple, le potentiel gradué est trop faible parce que le stimulus est trop faible, ben, je ne ferai rien. Mais si le stimulus est fort, comme tantôt je parlais de la poussière versus on vous prend la main, ben, si le stimulus est fort, là on peut déclencher un influx. Et la condition magique, il y a une valeur seuil, un troisième chiffre extrêmement important à apprendre par cœur, malheureusement, j'ai faire apprendre les chiffres, mais là c'est important, ça nous explique l'histoire. La valeur seuil de moins 55 millivolts. Ça veut dire quoi? Ben, en fait, on l'a écrit ici en rouge. C'est que le potentiel gradué dans la partie réceptrice doit obligatoirement atteindre moins 55 dans la zone gâchette. Si j'ai moins 55 millivolts dans la zone gâchette, ça va enclencher une série d'événements en 4 étapes qui va me permettre la production d'influx nerveux dans la zone gâchette et l'axone. Si je n'atteins pas le moins 55, il ne se passe rien. Et ce que je viens de vous expliquer là, on appelle ça la loi du tout ou rien. C'est le meilleur nom qu'on pouvait trouver. Le biologiste qui a trouvé ça, c'est excellent. Je veux dire, tout ou rien. Il n'y a pas d'entre-deux. Tu le fais ou tu ne le fais pas. Il n'y a pas d'intermédiaire que je le fais à moitié. Autrement dit, ça revient à une petite phrase simple que j'ai dit en début de capsule, mais qui va prendre son sens. La décision au niveau du neurone, c'est je produis un influx ou je n'en produis pas. Je ne fais pas un influx à 30%, c'est 100% ou zéro. Et la loi du tout ou rien, si je vous demande de m'expliquer ça à l'examen, c'est très simple. Pour déclencher un influx nerveux, je dois obligatoirement, dans la zone gâchette, atteindre moins 55 millivolts. Si j'atteins, c'est un peu comme la valeur magique, si j'atteins moins 55 millivolts, ça déclenche l'ouverture des canaux voltage dépendants qui seront responsables de créer le premier influx nerveux. Mais si tu n'atteins pas le moins 55,
il n'y a rien qui se passe, les canaux restent fermés et il n'y aura pas d'influx. C'est pour ça qu'on dit la loi du tout ou rien. Ça veut dire que je serais très, très, très proche du moins 55. Il me manquerait 0,001 pour atteindre le... OK? Il me manque 0,01, là. 0,001 millivolts pour gagner mon point 55. Mais si je ne l'ai pas, ça ne marche pas. 54, ça ne marche pas. 56, ça ne marche pas. Ça me prend moins 55 piles. OK? Et c'est pour ça qu'on dit, si j'atteins pile le moins 55, on déclenche la production d'un influx nerveux. Si je ne l'atteins pas, ben, il ne se passe rien. Il n'y en aura pas d'influx nerveux. Et c'est toute la job du potentiel gradué du début de faire en sorte qu'on atteigne le moins 55 dans la zone gâchette. Et si on y arrive, on déclenche une deuxième histoire, la production d'influx nerveux, que je vais vous parler dans 2 secondes. Et pour être sûr que ce soit clair, je vais revenir avec tout ce que vous savez. OK? Si on réfléchit, je suis à moins 70 millivolts. Ça, c'est ma condition de repos en termes de potentiel membranaire. Ça, vous savez ça. Là, la question, quand je suis un potentiel gradué, exemple, on a vu 3 événements, mais maintenant, je fais rentrer du chlore. Le neurotransmetteur fait ouvrir un canal ligand dépendant au chlore. Le chlore rentre. Où je m'en vais? Si je rentre des charges négatives, à votre avis, ou on aurait pu dire, pour le même effet, on sort des potassium. C'est la même chose, les deux font le même effet. Quand on hyperpolarise, c'est des PPSI, vous savez ça maintenant. Maintenant, la question, ma cellule, je rentre des Cl-, ça devient plus négatif. Si ça devient plus négatif en termes de voltage électrique, je m'en vais où? Vers le plus 30 ou vers le moins 90? Ben, c'est plus négatif. Je m'en vais au moins 80, moins 90, dépendamment du nombre de chlore que je rentre ou du nombre de potassium que je perds. Donc, est-ce que ça va être possible d'atteindre le moins 55? Bien sûr que non, parce que le moins 55, je l'ai déjà expliqué, c'est plus positif que moins 70. Puis 0, c'est plus positif que le moins 70. Donc, c'est pour ça, ici, c'est ma valeur seuil. Et là, si je fais rentrer du chlore, je perds du potassium, je deviens de plus en plus négatif. Je m'en vais dans le sens inverse de la valeur seuil. Il ne se passera jamais rien, il n'y aura jamais d'influx. Maintenant, si je fais une dépolarisation, donc le troisième événement, je fais entrer du sodium. Donc, on a les bons neurotransmetteurs qui rouvrent les canaux ligands dépendants au sodium. Les charges positives entrent à l'intérieur. Si je fais entrer des Na+, là, la cellule devient plus positive. Et là, exemple, au lieu d'aller vers le moins 80, je vais aller vers le moins 60 millivolts. Donc, je rentre quelques charges positives. La cellule, exemple, ma petite poussière que je ne ressens pas, c'est exactement ça. Je m'en vais vers le moins 60 millivolts, mais pas assez pour atteindre la valeur seuil de moins 55. Donc, dans ce cas-ci, même s'il y a une dépolarisation, et même si je vais dans le bon sens en termes d'électricité, de différence de potentiel, il ne se passera rien, parce que c'est la loi du tout ou rien. Je n'ai pas atteint la valeur seuil. Par contre, si j'ai un stimulus assez fort, moustique qui me pique, quelqu'un me prend la main ou peu importe, je sens, c'est pas obligé d'être douloureux, mais je le sens, surtout que vous le percevez, c'est un stimulus assez fort. Donc, le potentiel gradué ici va être assez fort. On n'oublie pas que lui va graduer en fonction de l'intensité du stimulus. Donc, il y a plus de sodium qui rentre et j'en ai plus pour atteindre la valeur de moins 55. Donc, j'ai tellement de sodium qui rentre que le neurone devient tellement positif qu'on passe de moins 70 à moins 55. Et là, on va déclencher des événements, l'ouverture de canaux voltage dépendants qui va me permettre de faire un influx nerveux, ce que je vais vous parler dans quelques secondes. Et c'est comme ça que ça marche. En d'autres mots, maintenant que vous avez avancé dans la matière, je peux vous dire qu'un potentiel gradué, sa principale fonction, soit qu'il devient négatif pour empêcher la production d'un influx nerveux, on a déjà vu ça, donc si je vais vers le moins 80, c'est pour arrêter la production d'influx nerveux, ou bien c'est pour le déclencher, donc on veut avoir assez de charges positives qui rentrent à l'intérieur pour atteindre la valeur seuil qui me permettra ensuite de faire l'influx. Et il y a un élément que je n'ai peut-être pas assez insisté, je l'ai dit rapidement précédemment dans la capsule, mais maintenant j'insiste pour que ce soit clair. La loi du tout ou rien, ça veut dire implicitement, si j'atteins le moins 55, je fais un influx. Mais aussitôt que tu as atteint le moins 55, tu ne peux pas revenir en arrière. Tu vas déclencher la production successive d'une multitude d'influx tout au long de l'axone. Et quand même bien que le stimulus arrête, quand même bien qu'on voudrait faire un retour en arrière, c'est juste impossible. On va faire des influx jusqu'au bout et c'est sûr qu'on va finir par relâcher les neurotransmetteurs. C'est tout ou rien. Une fois que c'est atteint le moins 55, on fait l'influx. Le processus, en fait, c'est juste impossible d'arrêter le processus. Okay. Maintenant que vous avez compris le concept de la valeur seuil à moins 55,
je dois l'atteindre avec le potentiel gradué au niveau de la zone de gâchette pour produire le premier influx nerveux. L'autre question que probablement vous demandez, OK, mais maintenant que j'ai atteint cette condition essentielle, comment je fais pour faire un influx nerveux? Et en fait, c'est une étape. Il y en a 4, mais il y en a une principale. C'est une dépolarisation qui va se faire au niveau de la zone gâchette ou de l'axone. Et c'est une dépolarisation très forte, très importante. Et une dépolarisation, ça vous mélange. Pourquoi? Parce que j'ai vu ce mot-là dans les dendrites, dans le corps cellulaire au début du neurone, puis on y revient. Ben, c'est le même événement. La dépolarisation qui se fait au début du neurone, l'entrée de sodium avec les canaux ligands, c'est une dépolarisation plus faible, qui me permet d'atteindre le moins 55 dans la zone gâchette. Mais la différence, il y en a deux, c'est que la dépolarisation dans l'axone, là, c'est plus des canaux ligand dépendants, c'est des canaux voltage dépendants. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que c'est un voltage qui le fait ouvrir, et puis maintenant, vous êtes capable de me le dire. Donc, exemple, canaux voltage dépendant ici au sodium. Pourquoi? Bien, mettons, je suis dans la zone gâchette, ici. Qu'est-ce qui le fait ouvrir? C'est pas un neurotransmetteur, c'est le moins 55 millivolts, la valeur seuil. Et ça, ici, je vous disais que c'était une clé. Hein? J'ai un neurotransmetteur ou une clé neurotransmetteur, un agent chimique ou électrique. Donc, dans ce cas-ci, si j'atteins le moins 55, le premier canal voltage dépendant au sodium va ouvrir, puis là, il y a une entrée massive de sodium. Les deux principales différences avec les événements qui se passent au début, bien, premièrement, c'est un courant électrique au lieu d'un neurotransmetteur qui le fait ouvrir, donc le moins 55. Et oui, c'est encore une entrée de sodium, mais contrairement au début où c'est un petit peu de sodium qui rentre pour atteindre le moins 55, là, ça rentre en fou. Okay? Il y a une quantité massive de sodium qui rentre, et il y en a tellement qu'en une fraction de seconde, tu passes la valeur seuil à plus 30. Fraction de seconde, tellement de sodium qui est rentré d'une shot, que tu as déjà atteint le plus 30 millivolts. Et donc, tu viens de créer ton influx nerveux déjà, dès la première étape. Et c'est tout. Je vous donnerai plus de détails dans 2 diapos, mais c'est vraiment ça. Ensuite, tout ce qu'on va vous raconter par la suite, c'est pour revenir à la normale. Donc, une fois que tu as créé ton courant électrique en dépolarisant de façon massive, là, tu as une repolarisation. Ça veut dire retour. Hein? Pour retour au repos. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir des canaux voltage dépendants. C'est le plus 30 millivolts de l'influx nerveux qui va faire ouvrir des canaux potassium. Et la perte de potassium me permet de revenir au repos, de revenir à moins 70. Okay? On retourne vers le repos. Autrement dit, on veut que le neurone redevienne négatif. J'étais à plus 30 avec l'influx nerveux. Je ne peux pas rester toujours sous forme d'influx nerveux. Si c'était le cas, on restait coincé là, ça serait impossible de refaire notre influx. Même si le stimulus est présent dans l'environnement, on ne pourrait pas refaire d'influx. Donc, c'est nécessaire de revenir au repos avant de pouvoir produire un deuxième influx si nécessaire. Exemple, si le stimulus est toujours présent. Donc, dans ce cas-ci, même si c'est une étape qui n'est pas responsable de la production de l'influx nerveux, elle est extrêmement importante pour revenir au repos. Et là, il y a des gens qui vont dire « Ouais, ben, ça ressemble pas mal à l'hyperpolarisation. » Effectivement, la seule différence, c'est qu'on n'est pas au même endroit. L'hyperpolarisation se faisait au début. En fait, je vais vous le dire, l'hyperpolarisation et la repolarisation, c'est la même chose. C'est une sortie de potassium. Mais hyper, ça veut dire beaucoup. Donc, l'hyperpolarisation, ça veut dire qu'il y en a beaucoup on perd beaucoup de potassium. Une repolarisation, on en perd un petit peu moins. Okay? Sauf que ce n'est pas le même objectif. Au début, si on fait une hyperpolarisation, on perd du potassium au début, c'est pour faire des PPSI et bloquer la production d'influx. Alors que si tu es dans l'axone, ben, ta repolarisation, c'est perdre des potassium simplement pour revenir à la normale. Okay? Donc, c'est deux objectifs différents, même si c'est un événement biologique qui se ressemble. Et l'autre chose, évidemment, mais ici, c'est des canaux voltage dépendants, alors qu'au début, c'était des ligands dépendants avec les neurotransmetteurs. Ça, c'est les deux processus qui vont se produire. Mais on peut les décortiquer en 4 étapes. Donc, là, ces deux processus-là, c'était correct, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est de comprendre la diapo ici. Et je vais vous l'expliquer, puis ensuite, je vais vous faire ça sur tableau blanc en dessin pour être sûr que ça soit clair pour tout le monde. Donc, premièrement, ici, je vous dirais que les événements que je vais vous expliquer, c'est à partir de la ligne rouge. Donc, c'est le pic ici que je vais vous montrer, jusqu'en temps qu'on revienne dans la normale. Les 4 étapes ici, ça se fait dans la zone gâchette, de façon successive, l'axone et même les télodendrons ou les terminaisons. Okay? C'est vraiment la partie conductrice qu'on a déjà vu en début de capsule. Okay? Donc, conductrice.
Donc là, vous vous demandez, ouais, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ben, c'est le début de la capsule avec les PPSE, PPSI, sommation ici. En fait, on voit plusieurs variations. C'est des potentiels gradués qui s'additionnent un après l'autre. Et ce qui arrive, ben, moins 70, je suis au repos. Petit stimulus, exemple, une petite poussière qui vous tombe sur la main. Vous ne la sentez pas parce que j'ai pas le moins 55 millivolts. Si on vous touche la main, ben là, c'est un stimulus plus fort, ça pourrait faire une variation rapide au moins 55. Ou des fois, on va les additionner comme c'est le cas présent. 10 petits stimuli faibles, ben, ça finit par s'additionner pour faire quelque chose d'assez fort. Exemple, une poussière, vous ne la sentez pas, mais si j'ai 350 000 poussières qui tombent à la même place, ça va finir par vous démanger. Donc, chaque potentiel ou mini-potentiel gradué déclenché par le stimulus de la poussière, ben, une, on ne la sent pas, mais plusieurs qui s'additionnent, ça finit par atteindre la valeur seuil. Mais peu importe qu'ils s'additionnent ou non, l'idée, c'est que dans la zone réceptrice, dendrite, canaux de gland dépendant, tout ça, ben, on a un potentiel gradué assez fort pour atteindre la valeur seuil. Okay? Ce qu'on a vu tantôt. Donc, c'est pour ça qu'on voit que le signal électrique, ici, le potentiel membranaire, devient plus positif. La question maintenant qui est nouveau, c'est ces 4 étapes-là, qui sont illustrées par le pic. Donc, ce que je m'apprête à vous expliquer, ça c'est nouveau. En date, c'est une révision, mais là, ça va être nouveau. Une fois que j'atteins la valeur seuil, on va faire une étape de dépolarisation massive. Donc, beaucoup de sodium qui va rentrer, okay, avec les canaux voltage dépendants au sodium, en une fraction de seconde. Regardez le pic, là. Dans le temps, c'est une fraction de seconde. Je n'ai même pas avancé sur l'échelle de temps que je suis déjà à plus 30. Donc, c'est très rapide. Et c'est ici mon influx nerveux. Le plus 30, je viens de créer mon potentiel d'action, l'influx. L'étape 1, déjà, votre influx est créé. Souvent, vous pensez que les 4 étapes servent à faire l'influx. C'est faux. C'est vraiment l'étape de production. Les autres étapes ici, c'est pour revenir à la normale, au repos. OK? Donc, c'est un retour au repos pour la normale. Je vais vous expliquer ça essentiellement tantôt. Donc, on voit que ça monte, c'est positif. Tu viens de déclencher ton premier influx nerveux. Et ensuite, tout ce qu'on fait, c'est de sortir l'étape 2 et 3, que ce soit une repolarisation ou une hyperpolarisation, c'est la même chose. C'est une perte de K+. Donc, on va ouvrir les canaux voltage dépendants au potassium. Et cette perte de potassium me permet de retourner vers un état négatif dans le neurone en termes de potentiel ou de différence de potentiel. Et on veut faire ça jusqu'à temps qu'on vienne à moins 70. Parfois, on perd un peu trop de potassium, ce qu'on appelle l'hyperpolarisation. Donc, on passe tout droit, on tombe à moins 80, moins 90. C'est pas grave parce qu'on a l'étape 4 avec les pompes qui vont me permettre de ramener le taux à la normale et on revient vraiment à moins 70. Et là, on est prêt à refaire un autre influx nerveux, s'il y a encore un stimulus, évidemment. L'ensemble du texte qui est dans votre livre, ou un peu résumé ici, explique tout ce que je viens de dire, mais je vais quand même le faire au tableau, avec un peu plus de détails pour être certain. En fait, ce que je vais vous dire, c'est ce que je m'attends pour l'examen. Okay? Donc, si ce que je fais est clair, ben, vous avez tout ce qu'il faut. On a déjà parlé de la première histoire. Partie réceptrice, vous avez l'histoire numéro 1 avec les canaux ligands. Ça, c'est réglé. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est ce qui se passe dans la partie conductrice. Donc, éventuellement, on verra ce qui se passe dans les boutons terminaux, mais aujourd'hui, on n'en parle pas. En tout cas, pas pour tout de suite. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la partie conductrice? On vous dit qu'il y a 4 étapes. Je vais les faire une par une, en fait. Je vais commencer avec la dépolarisation. Important de comprendre que, exemple, ici, j'ai de la myéline, voilà. Tout ce que je vais faire, ça se fait dans la zone gâchette. Là, je n'ai pas beaucoup de place, fait que je vais le faire dans le nœud ici, mais le premier événement, les premiers canaux voltage dépendants, le premier événement de dépolarisation, c'est dans la zone gâchette. Et tout ce qui va se faire en 4 étapes ici va se répéter dans le deuxième nœud, troisième nœud, quatrième nœud, tout ça. Donc, on peut le faire des milliers de fois. S'il y a 1000 nœuds, on recommence 1000 fois les 4 étapes. Mais je vais le faire évidemment juste une fois. Donc, mettons le nœud ici, je vais avoir un canal voltage dépendant au sodium. J'ai ensuite un autre canal voltage dépendant au potassium et j'ai les pompes. Toujours une série de 3 comme ça. Donc, les pompes sodium-potassium, qu'on a déjà parlé en début de capsule. Et évidemment, je recommencerai mon histoire ici dans le deuxième nœud. Je peux les redessiner rapidement, mais c'est les mêmes événements. Une fois que vous les avez compris une fois, ben, c'est la même chose ici. C'est toujours les mêmes 3 dans le même ordre. Qu'est-ce qui se passe dans la dépolarisation? Donc, la première chose à noter, c'est que le moins 55 millivolts de la zone gâchette fait ouvrir le premier canal voltage dépendant au sodium. Donc là, ça commence à être important de ne pas mélanger les ligands et les volts. Hein? À partir de la zone gâchette, c'est les volts dépendants.
ouvre les canaux voltage dépendant au sodium et ça fait une entrée massive de sodium. Tu viens d'atteindre en une fraction de seconde ton plus 30 millivolts. Tu viens déjà de créer ton influx nerveux. L'influx est déjà fait. Donc déjà, dès la première étape, c'est réglé. Vous avez fait votre influx nerveux. Aussitôt que c'est fait et que tu atteins le plus 30, ça va m'amener à la deuxième étape qu'on appelle la repolarisation pour retour au repos. La repolarisation, c'est un deuxième événement. Donc, aussitôt que j'ai créé mon influx nerveux, celui-ci va se déplacer vers le prochain nœud. Et pendant ce temps-là, les canaux voltage dépendants au sodium se ferment. Et pendant que ceux-ci se ferment, on va ouvrir les canaux voltage dépendants au potassium, donc K+. Toujours le même événement, sans exception. Quand on parle d'hyper ou de repolarisation, d'hyperpolarisation, c'est toujours les canaux potassium qui rouvrent. Dans ce cas-ci, c'est les canaux voltage dépendants qui me permettent, en fait, c'est une perte de potassium. Hein? Donc, on va sortir à l'extérieur de l'axone ou de la zone gâchette, donc à l'extérieur du neurone. On sort les K+, on les perd, ce qui me permet de retourner vers l'état négatif du neurone en termes de potentiel membranaire. Donc, on retourne tranquillement, pas vite, vers le moins 70 millivolts. Si ça fonctionne bien, on arrive à moins 70, puis c'est fini l'histoire. Mais la plupart du temps, il y a une étape qu'on dit facultative dans votre livre, mais je vous dirais que la plupart du temps, on fait une hyperpolarisation. Et pour une des rares fois en biologie, je vous dis tout le temps, en bio, il y a toujours une raison à tout, puis il y a toujours un processus, puis il n'y a pas d'erreur. Je dirais que l'étape 3, l'hyperpolarisation, c'est une erreur en fait, c'est un défaut biologique. L'idée, c'est de retourner moins 70, mais souvent, on perd trop de K+. C'est une erreur. L'hyperpolarisation, c'est exactement le même événement que la repolarisation. C'est en fait une repolarisation qui dure trop longtemps. Les canaux voltage dépendants au potassium restent ouverts trop longtemps. Donc, on perd trop de potassium, puis là, la cellule devient trop négative. On peut aller vers le moins 80, moins 90, etc. Et on dépasse la valeur de repos. Pourquoi? C'est pas nécessaire de le savoir pour le cours, c'est pour ceux qui veulent comprendre. C'est simplement que la porte reste ouverte trop longtemps. Il y a un défaut qu'on n'a pas avec les autres canaux. Le voltage dépendant au sodium, il rouvre, mais il se ferme rapidement. Pour une raison X, les canaux voltage dépendant au potassium sont plus lents à fermer, et comme ça prend plus de temps à les fermer, il y a trop de potassium. Il y en a qui se faufilent. C'est comme si je prenais à la fin d'un cours, vous êtes des potassiums dans ma classe, la classe est terminée, évidemment, il y a les étudiants qui sortent, mais si je ferme la porte bien vite, les autres restent coincés avec moi. Mais si je prends 3 heures à fermer la porte, tout le monde va avoir le temps de se faufiler. Il y en a trop qui vont sortir. C'est exactement la même chose. La porte, ou si vous voulez, l'ouverture du canal voltage dépendant, c'est tellement long à la fermer que plus de potassium que prévu qui va sortir, et c'est une erreur en fait. Si le canal était aussi efficace pour se fermer que les sodiums, on n'aurait pas ce problème-là. Donc, l'hyperpolarisation, pour moi, il faut le savoir, c'est une étape qui se produit la plupart du temps, donc il faut comprendre, mais c'est simplement une perte excessive de potassium. Et pour régler la situation, c'est l'étape 4 qui est extrêmement importante. Donc, les pompes, qui est un transport actif, évidemment, que vous connaissez, les pompes sodium-potassium sont là pour ramener le tout à la normale. Donc, s'il y a eu une hyperpolarisation qu'on a dépassé, c'est pas grave, les pompes vont pomper le sodium-potassium jusqu'à temps qu'on retourne à moins 70 au repos. Et ça va renvoyer également les ions à leur endroit respectif. Donc, tout le sodium qui est entré, on le retourne à l'extérieur, et tout le potassium qu'on a sorti, on le ramène à l'intérieur. Donc, ça, c'est bien important de comprendre que c'est pas seulement pour avoir le moins 70. Il faut aussi avoir nos conditions de départ. Le sodium doit se trouver au bon endroit et le potassium au bon endroit pour être capable de refaire un influx nerveux. Et là, ce dernier élément-là, c'est pas toujours clair. D'expérience, il y a des gens qui ne le voient pas. Fait que je vais effacer mon tableau et je vais vous expliquer cette étape 4, pourquoi les pompes sont si importantes. Okay? Et avec le dernier élément, là, vous allez être correct pour me dire, en fait, pour raconter l'ensemble de l'histoire. Okay? Donc, pourquoi les pompes sont importantes? Mais ici, ce que je vous dessine, c'est un axone géant. Okay? Normalement, quand je suis à moins 70 millivolts, le sodium
se retrouve à l'extérieur en plus grande quantité, puis le potassium à l'intérieur. Okay, ici, c'est un neurone, un axone. Okay, le corps cellulaire est ici, la zone de cachette, puis là, l'axone qui s'en va vers ses boutons terminaux. Je vous ai expliqué les 4 étapes. Okay, la dépolarisation, la repolarisation, l'hyper et les pompes. En gros, qu'est-ce qui arrive? Bien, ici, dans la zone de gâchette, j'atteins mon moins 55 mV. Le premier canal, voltage dépendant au sodium, dépolarisation, entrée massive de sodium. Donc, concrètement, le sodium disparaît de l'environnement ici et au lieu d'être à l'extérieur, rentre en dedans. Et c'est là que je vais créer mon premier influx nerveux. Et cet influx est à plus 30. Étape 1 est réglée. La repolarisation et l'hyperpolarisation, c'est pour revenir à la normale. Donc, pendant que mon influx se déplace vers le prochain nœud, qu'est-ce qui se produit? Bien là, on va ouvrir les canaux voltage dépendants et on sort le potassium. Et là, il n'en restera plus à l'intérieur de l'axone ou du neurone. Il va être ramassé en dehors. C'est comme ça que le neurone devient négatif et qu'on retourne vers le moins 70 mV, ou si on fait une hyperpolarisation, on peut même aller à moins 80, moins 90. Et c'est pour ça que les pompes sont tellement importantes, parce que non seulement on va me permettre de rétablir le potentiel de repos, donc exemple, si à l'étape 2, je suis déjà à moins 70, c'est correct, mais si, exemple, on passe tout droit, puis je suis à moins 90, bien, les pompes vont me permettre de revenir au moins 70, mais surtout, ce que je voulais vous faire visualiser, c'est que le sodium qui était à l'extérieur, qui est rentré en dedans, ne peut pas rester ici. Puis le potassium qu'on a perdu à l'extérieur pour revenir à la normale, bien, je ne peux pas le garder là. Il faut qu'avant le prochain influx nerveux, je ramène le potassium à l'intérieur et que je ressorte le sodium. Et là, vous venez de comprendre pourquoi c'est des pompes sodium-potassium. Ça veut dire que la pompe, grâce à l'ATP, va pouvoir prendre le surplus de sodium qui est à l'intérieur et le sortir à l'extérieur du neurone. Et en même temps, on pompe le potassium pour le même coup de pompe. En même temps que j'expulse le sodium qui est rentré à l'étape 1, je vais récupérer le potassium qu'on a perdu à l'étape 2 et 3. Et seulement si que les quantités de sodium redeviennent normales à l'extérieur, à l'intérieur, même chose pour le potassium, et que j'ai le moins 70, là, on va être prête à refaire un influx. C'est pas à retenir, mais vous allez peut-être lire plus que ce que je vous demande de faire dans le cours. Il y a des gens qui vont avoir le mot période réfractaire. Période réfractaire, ça veut dire que l'axone, même s'il y a un stimulus, il n'est plus capable de produire d'influx nerveux. C'est justement cette période-là, le délai que ça prend pour revenir à la normale en termes de voltage électrique, de potentiel électrique, pardon, ou également, pas ou, mais également de quantité d'ions au bon endroit. Donc, en gros, là, les pompes font le ménage. On ramène le tout à la normale en termes de quantité d'ions, en termes d'endroit et bien sûr en termes de courant électrique, donc qui doit être à 70 mV. Et c'est tout. Si vous êtes à l'aise pour m'expliquer les 4 étapes que je viens d'expliquer, on est correct. Donc là, vous avez 2 des 3 histoires. Hein. Si on résume toute la capsule, là, je ne reviens pas tout en détail, mais vite, là, on a vu les ligands dépendants au début ici, avec les neurotransmetteurs, les 3 événements avec les canaux ligands, PPSE, PPSI. Et maintenant, ce qu'on a ajouté, bien, si j'atteins les moins 56 mV, donc si le potentiel gradué de type PPSO, PPSI ou dépolarisant, hyperpolarisant, bon, si je dépolarise assez pour avoir le moins 55, donc le PPSE est assez fort pour avoir le moins 55, j'enclenche les 4 étapes qu'on vient de voir, et je viens de faire mon premier influx qui va se déplacer, tout simplement. Et pendant que cet influx se déplace, bien, je vais faire l'étape 2, 3 et 4 pour revenir à la normale et être prêt à créer éventuellement un deuxième influx. Et toute cette histoire va se répéter non seulement dans la zone de gâchette où je fais le premier influx, mais également dans chacun des nœuds où on va faire des influx nerveux de façon successive, un après l'autre. Donc, on ne produit jamais 10 influx en même temps. On produit le numéro 1. Ensuite, quand il va disparaître, on fait le 2. Ensuite, on fait le 3. Donc, c'est toujours un après l'autre. Je vais vous montrer ça aux prochaines diapositives. OK, maintenant que vous êtes familier avec les différentes étapes qui permettent de produire un influx nerveux au niveau de la partie conductrice, donc zone gâchette, axone, etc. Un autre élément en termes de conduction, il y a comme 2 types de propagation
concernant les influx nerveux ou potentiels d'action. Donc, dans un premier temps, on parle de conduction de type continu versus saltatoire. Et il faut bien distinguer les deux. Donc, premièrement, la plupart du temps, dans la très grande majorité des cas, donc au niveau du système nerveux, on va travailler avec la conduction dite saltatoire. Donc, ça concerne les axones qui ont une gaine de myéline qui est illustrée ici. Dans certains cas, exemple, dans certaines parties de votre cerveau, c'est plus rare, mais ça existe, il y a des axones sans myéline. Donc, c'est vraiment des axones qui ne sont pas protégés. Donc, dans le cas de ces neurones, on va parler d'une conduction de type continu. La première grosse différence, c'est l'efficacité de déplacement de l'influx nerveux. Donc, il y en a un qui est beaucoup plus rapide que l'autre. Les chiffres ne sont pas à retenir, mais c'est simplement pour vous dire que, exemple, dans les cas de neurones non myélinisés, l'influx nerveux qui se déplace par une conduction continue va rouler entre 2 à 15 mètres secondes. Vous allez me dire, c'est quand même rapide, une dizaine de mètres secondes, une seconde, je viens de faire 10 mètres, un individu, une personne ne mesure pas plus que 2 mètres généralement, donc à une fraction de seconde, j'en cours 15, donc c'est déjà très rapide bien sûr. Mais regardez la différence, juste le fait d'utiliser dans les neurones avec myéline la conduction de type saltatoire, on peut rouler jusqu'à 120 mètres secondes. Donc, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Donc, la première des choses, vous êtes capable de me dire, bien, la conduction saltatoire, c'est plus rapide, c'est plus efficace. Donc, dans le cas des axones myélinisés, les influx nerveux se déplacent beaucoup plus efficacement. Et le pourquoi de ça, bien, je vous l'explique ici. Donc, première des choses, si vous avez bien écouté tantôt et que vous vous souvenez que dans les nœuds, il n'y a pas de myéline et que c'est là qu'on retrouve, on ne les a pas dessinés, mais c'est là qu'on retrouve les canaux voltage dépendants au sodium plus les pompes. Dans chaque nœud, on va fonctionner comme ça. Et évidemment, la condition saltatoire, ben, ça nous permet de tricher un petit peu. On vous dit que les influx nerveux ou les potentiels d'action sont générés un après l'autre, mais un nœud à la fois. Okay? Un influx nerveux à la fois, évidemment à sens unique, comme j'ai déjà dit. Et ce que ça fait, c'est qu'exemple ici, je suis au repos à moins 70 millivolts, je suis au repos à moins 70 à moins 70. Dans la première situation, exemple dans le premier nœud, okay, le nœud numéro 1, 2 et 3. Dans le premier nœud, numéro 1, je rouvre les canaux voltage dépendant à sodium, j'atteins la valeur SON moins 55 millivolts. Entrée massive de sodium et immédiatement, j'atteins le plus 30 millivolts, dépolarisation massive avec les volts dépendants, et là, j'ai mon influx nerveux. Qu'est-ce qui arrive? Bien, une fois que je l'ai généré ici, il va se déplacer vers le nœud numéro 2. Donc, la flèche ici symbolise le déplacement de l'influx nerveux créé ici. Pour l'instant, j'ai un seul influx nerveux. Ici, je suis à moins 70 au repos. Moins 70 au repos, il n'y a rien qui se passe. Pendant que lui va se déplacer dans cette section de l'axone qui est myélinisée, là, on va faire l'étape 2, 3, 4 qu'on a vu tantôt. On repolarise, donc sortie de potassium, repolarisation, hyperpolarisation, on en perd trop, les pompes qui font le ménage. Donc, tranquillement, pas vite, on va revenir au moins 70 pendant que celui-ci se déplace. Quand il arrive au deuxième nœud, cet influx va disparaître, mais avant de disparaître, il fait ouvrir quoi? Il va faire ouvrir le canot, le deuxième canot, voltage dépendant au sodium, Na+. On recommence le système. Donc, le processus recommence, on fait entrer du sodium, je viens d'atteindre mon plus 30, je crée un numéro 2, un deuxième influx nerveux qui se déplace pour l'autre section. En se déplaçant, bien évidemment, ici, dans le premier nœud, je suis de retour à moins 70, donc on est au repos. Et le prochain nœud, bien, il est toujours au repos, il ne se passe rien. Donc, c'est un après l'autre. Alors, lui, le premier influx a disparu, ça m'a permis d'en créer un deuxième dans le deuxième nœud. Il se déplace, il arrive au troisième. Qu'est-ce qui se passe? Bien, le deuxième nœud revient au retour en laissant partir les ions potassium. Et ici, bien, pour une troisième fois, on fait rentrer du sodium, je crée un troisième influx, se déplace, on va au quatrième nœud. Donc, toujours de façon successive comme ça. Et c'est ça la condition saltatoire, c'est comme par saut. On saute d'un nœud à l'autre. Et la continue, elle, c'est bien différent, parce qu'on voit qu'il n'y a pas de gaine de myéline. Donc, ici, ce qu'il faut imaginer, là, c'est peut-être pas très clair avec les signes ici, mais il faut voir que si je refais l'axone comme ça, en haut, la différence, c'est que j'avais, exemple, ce que je viens de vous expliquer, la gaine de myéline, et on faisait des influx seulement dans les nœuds ici. Okay? Ici, le problème, c'est qu'on n'a pas de nœud. Donc, on a des
canaux collés un sur l'autre. C'est microscopique, mais ils sont collés un sur l'autre partout. Donc, c'est toujours la même chose. Une série de 3. Sodium, votre dépendance sodium, potassium, pompe. Après, je recommence. Sodium, potassium, pompe. Après, je recommence. Bon, vous voyez, on fait ça jusqu'à la fin. Et ce que ça fait, c'est que, évidemment, c'est les mêmes étapes, il n'y a pas de changement, mais quand je fais en continu, je n'ai pas de nœud, pas de myéline, bien, je fais un influx ici, et là, immédiatement après, il faut que j'en fasse un autre, immédiatement après, j'en fais un autre. Donc, pour la même distance, c'est beaucoup plus long, parce que si en bas, je fais avec de la myéline, là, je l'ai mal fait, mais exemple, ils ont la même longueur, bien, je vais tricher. Parce que où il y a de la myéline, ce que je dessine en carré, j'en ferai pas d'influx. J'ai besoin d'avoir 3 canaux, les pompes, 2 canaux, hein, le sodium, volt, pompe, seulement dans les nœuds. Donc, dans ce cas-ci, pour couvrir cette distance-là, j'ai besoin juste de 2 nœuds. Je fais un influx, déplace un deuxième. Donc, je fais le processus 2 fois. Mais si je le fais en continu, peut-être je vais le faire 50 fois pour arriver à couvrir la même distance. C'est pour ça que c'est beaucoup moins vite. C'est que les 4 étapes que je vous ai enseignées tantôt, bien, je dois les répéter 100 fois, alors que l'autre, je peux les faire 2-3 fois pour arriver à la même distance. Et c'est juste ça. C'est juste ça. C'est que dans le fond, c'est plus efficace de faire 3 fois les étapes, hein, d'avoir 3 canaux qui rouvrent pour faire 3 influx, que d'en ouvrir 100 un après l'autre. Et c'est ce qu'on voit ici, c'est que les canaux sont comme ça, collés un sur l'autre. Donc, il faut recommencer ces étapes-là continuellement. Alors que si je fais un retour arrière, bien, on voit que ici, je n'ai pas besoin d'en faire tout le long. J'ai juste à le faire, selon votre dessin, dans 3 nœuds, un après l'autre. Alors que s'il n'y avait pas de myéline, bien, je le ferais continuellement. C'est pour ça qu'on dit en continu ou par saut saltatoire. Okay? Donc, c'est la grosse différence. 2 choses pour l'examen sur ce sujet. Comment être capable de distinguer les 2 types de conduction. Donc, dans continu, on le fait en continu. Ça veut dire qu'il y a des canaux partout et on recommence une multitude de fois. Alors qu'en saltatoire, quand il y a de la myéline, on le fait seulement dans les nœuds, ce qui me permet d'être beaucoup plus efficace et l'influx nerveux va se déplacer beaucoup plus rapidement, comme on le voyait tantôt. Maintenant, un autre facteur qui va affecter l'efficacité de déplacement de l'influx nerveux en termes de vitesse. Donc, le fait d'avoir de la myéline, j'en ai déjà parlé, ça c'est une répétition, l'autre il va être nouveau, mais la myéline, bien, justement, avec le saut saltatoire, on n'a pas besoin on peut sauter des étapes, donc c'est plus rapide. N'oubliez pas, c'est aussi un isolant électrique. Donc, le fait d'être un isolant électrique, ça limite les pertes d'ions. On perd moins de sodium dans la nature. Ils sont coincés dans l'axone, donc 100% de mon sodium est là. On le conserve. Ça permet de déplacer les ions sodium, donc l'influx nerveux de façon efficace. Si j'en perds la moitié dans la nature, je n'ai pas d'isolant, ben, c'est beaucoup moins efficace, évidemment. Et n'oubliez pas, la myéline, c'est aussi un rôle de protection hein, pour protéger l'axone, mais bien évidemment, le fait de la protéger n'a pas de rôle dans la vitesse de propagation de l'influx nerveux. Donc, la myéline aide vraiment parce que c'est un isolant électrique, on perd moins d'ions et on fait les influx seulement dans les nœuds où il n'y a pas de myéline, donc indirectement, ça augmente l'efficacité. L'autre chose, je vous pose la question, comment le diamètre de l'axone peut affecter? Par exemple, si j'ai un petit... un nerf avec des neurones qui ont des petits axones, de petite taille comme ça, en situation A, et je le compare avec un neurone qui a un immense axone, à votre avis, un petit diamètre ou un grand diamètre va faire en sorte qu'on va être plus efficace, plus rapide pour déplacer l'influx nerveux. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que plus le diamètre est grand, plus c'est efficace. C'est tout ce que je vous demande de savoir, en fait, pour l'examen. Donc, plus c'est grand, plus que c'est rapide. Plus qu'on va déplacer rapidement l'influx nerveux. Et le pourquoi, dans le fond, ce serait la situation B ici. Bien, tout simplement, si j'ai une plus grande surface, je peux rentrer plus d'ions sodium, et plus que j'en rentre, donc imaginez-vous qu'au lieu d'avoir 3 canaux, j'en ai 3500, ils rouvrent en même temps, bien, 3500 portes ouvertes, c'est pas long que j'ai atteint ma quantité maximale pour aller à plus 30, donc très rapidement, j'ai atteint le plus 30 millivolts, et on part. Si ici, j'ai un moins grand diamètre, moins grand canaux, moins de sodium qui rentre, ben, si j'ai juste 3, j'exagère avec les chiffres, mais si j'ai juste 3 portes, ben, juste 3 entrées, ça va être plus long d'atteindre ma quantité minimale pour me donner le plus 30 millivolts. Donc, évidemment, plus c'est grand, plus que de canaux, plus que je rentre de sodium, et plus qu'en rentre rapidement, bien, plus c'est vite pour créer l'influx nerveux, tout simplement. Donc, voilà, plus le diamètre est grand, plus que ça va être efficace, évidemment.